suis donc là pour échanger un peu avec vous. Nous avons rendez-vous dans 3 semaines, 1 mois maintenant, avec notre propre histoire. Parce que les institutions que nous avons prévoient que, à date fixe, ou plutôt à échéance fixe, jusque-là c'était à 7 ans, bientôt maintenant ça va être à 5 ans, on doit consulter la population pour qu'elle dise à qui elle confie l'avenir pour les 5 prochaines années. J'ai parfois le sentiment que la raison même de l'élection n'est pas très bien perçue par tout le monde et que les uns et les autres font de cette occasion un moment, je ne dirais pas de chantage, mais de marchandage. Or, l'élection, c'est une occasion unique, d'abord de vérifier dans le pays à qui on donne la majorité. J'entends beaucoup de gens parler de majorité opposition au moment où on commence l'élection, alors que précisément l'objet d'une élection, c'est après un mandat qui a été exécuté par quelqu'un, par un groupe de personnes, de vérifier auprès de la population qui est maintenant majoritaire, à qui est-ce qu'on confie majoritairement la gestion du pays. C'est ça l'objet de l'élection, vérifier à qui on confie la gestion du pays. Ensuite, à l'occasion de cette élection, on invite les gens à faire donc un choix. Et cette notion de choix n'est pas toujours très présente. On va dans des joutes oratoires, des débats contradictoires, des polémiques, mais au fond, l'enjeu de l'élection échappe au cœur même du débat qui a lieu. Il y a 7 ans, à l'occasion de l'élection de 2016, j'avais écrit cet essai, Le temps des choix. La plupart des gens, je pense vous tous dans la salle ici, personne n'a quasiment jamais vu ça. Pourquoi? Parce que à l'époque des gens considéraient, vous pouvez faire circuler, vous le ramenerez. Les gens considéraient que on n'avait pas besoin de discuter des questions sur la finalité de l'élection, ce qu'on proposait, etc. Il suffisait de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, etc. Or, l'élection est d'abord et avant tout le temps de faire un choix. Mais un choix qui porte sur quoi? Un choix qui porte sur les propositions de solutions que l'on fait pour orienter la vie du pays, notamment dans le domaine économique, c'est-à-dire pour créer un volume d'activité qui permette au plus grand nombre de personnes de trouver un emploi. Et pour anticiper sur ce que je vais dire à la fin, je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes à une nouvelle occasion, à une nouvelle échéance, qui est un choix, et le choix que nous avons à faire, que vous aurez à faire dans 3 semaines, 1 mois, c'est un choix qui va porter sur les propositions de solutions que les uns et les autres font pour animer, organiser et promouvoir l'activité économique dans le pays. Mais pas seulement l'activité économique, c'est l'activité économique et la vie sociale du pays. Simplement, quand on parle de la vie sociale, la vie sociale, c'est la solidarité que l'on va partager dans le pays, et cette solidarité repose sur la richesse qui a été produite et qui peut être partagée. Puisque s'il n'y a pas de richesse produite, eh bien on ne peut rien partager. Donc c'est important que le débat qui se fait un peu avant et pendant la campagne électorale soit un débat axé sur des éléments factuels, les faits. De quoi parle-t-on? Quelle est la finalité du choix qu'on va faire? Quel est le contenu de la proposition que l'on fait? Et vers quoi s'oriente-t-on? Je suis surpris, malheureusement, de constater que beaucoup de gens, y compris et surtout dans la jeunesse,
ne se pose pas des questions en ces termes-là au moment de l'élection. Puis le lendemain de l'élection, sont les uns et les autres déçus des orientations qui sont prises, des décisions qui sont prises, des choix qui sont faits. Sauf que ils ne se posent pas la bonne question au bon moment. La bonne question, c'est qu'avez-vous l'intention de faire? Et évidemment, cette question-là commence par l'évaluation du bilan. Quel bilan avons-nous? Il y a un mandat qui se termine. Il y a une gestion qui a été conduite pendant 7 ans. Je ne crois pas qu'il soit utile ni bon d'aller poser les questions de 1980, de 90, etc. On est en 2023. Quelqu'un a eu un mandat il y a 7 ans, en 2016. La question principale d'abord, c'est qu'avez-vous fait du mandat pendant les 7 ans? Quels sont les résultats de ce mandat, de l'exécution pendant les 7 ans? Et naturellement, si le résultat, en âme et conscience, si chacun d'entre nous arrive à la conclusion que le résultat est positif, eh bien, il faut reconduire la personne. Il ne faut pas en faire une question idéologique. Et ce qui est important, c'est que l'appréciation que l'on fait, que l'on porte sur les résultats pendant les 7 ans, ou pendant le mandat qui s'achève, parce que ce sera la même chose pour les députés, les maires, et les conseillers dans les assemblées départementales, c'est la même question qui va être posée. Vous avez eu un mandat, qu'avez-vous fait pendant cette période-là? Et il faut passer ce mandat en revue de façon objective. À la limite, selon une short list. Au commencement de tout, il y a la vie. Et donc, la première question, qu'avez-vous fait au niveau de la santé? Ça marche ou ça ne marche pas? Chacun doit se poser des questions. Les femmes, les hommes, les jeunes, les vieux, comment vous sentez-vous par rapport à 2016? Est-ce que vous avez été mieux traité ou moins bien traité? Si la réponse est on n'a pas eu un meilleur résultat, on classe cette partie, cette évaluation-là, dans la partie négative. Et puis quand on a fini la question de la santé, on prend la question de la formation et de l'éducation. Au fait, la formation et l'éducation, dans quel registre les inscrivons-nous sur les 7 dernières années? Ça s'est amélioré ou ça ne s'est pas amélioré? Comment se fait-il que vous soyez aussi nombreux, de plus en plus nombreux, à venir à l'extérieur? Au coût que ça représente. Je ne dis pas que ce n'est pas utile d'aller à l'extérieur. C'est une bonne chose. Moi-même, j'ai étudié à l'extérieur. J'ai fait mes études universitaires en France, il y a longtemps. Mais 40 ans plus tard, 50 ans plus tard, on peut se poser la question, est-ce que c'est normal qu'on continue à avoir non seulement le même nombre, mais un volume de plus en plus important d'étudiants qui s'en vont à l'extérieur, avec les problèmes que ça entraîne, avec les problèmes d'accueil, avec les problèmes de qualité parfois de certains établissements dans lesquels les gens s'en vont, avec les problèmes des risques financiers que ça entraîne, parce que on a eu quelques années, il y a une trentaine d'années, on était en CFA unique, CFA Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, où on marchait ensemble. Et puis on a commencé à séparer les deux zones, et on voit que de plus en plus, le CFA Afrique de l'Ouest prend ses distances avec le CFA Afrique centrale. Et donc il y a un risque de change. Quand survient un problème, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, le bruit est encore revenu avec insistance sur la possibilité d'une dévaluation. Mais les gens qui sont à l'extérieur de la zone, si vous êtes dans la zone CEMAC et que vous vous retrouvez dans la zone CEDEAO, UMOA, et qu'il y a une dévaluation, comment les parents vont-ils pour subvenir à cette dévaluation? Et il y en a des mêmes projets qui sont plus loin, qui sont en Europe, etc. Donc, question, comment font les uns et les autres pour faire face à ces problèmes financiers? Et pourquoi n'a-t-on pas, dans nos propres établissements, dans une université, pourquoi n'a-t-on pas des conditions qui permettraient d'avoir une formation sur place? Voici les questions qu'il faut se poser. Quand on voit Masuku, qui est l'université des sciences, quand on va à l'UOB, on voit le nombre d'étudiants qu'il y a dans les salles de classe. On voit finalement que dans les 7 dernières années, la situation dans l'enseignement universitaire, supérieur, etc.,
ne s'est pas amélioré et s'est dégradé. C'est un fait, ce n'est pas une accusation, machin. On a vu les grèves. Je ne sais pas si en 7 ans, on a passé une seule année sans grève à l'UOB, à Masoko, au CUS, etc. Je ne sais même pas si une seule fois. Et je ne crois pas que les étudiants se mettent en grève parce que ça leur fait plaisir. Parce que tout le monde a envie de commencer et de terminer. Et donc, quand on a fini l'évaluation du côté de l'éducation et de la formation, on peut poser la question sur le plan de la distribution de l'eau et de l'électricité, de l'état du réseau routier. Cette année, les pluies ont été plus importantes que d'habitude. Et tout le monde a vu sur les réseaux sociaux, y compris des personnalités qui sont bien placées dans la majorité, se plaindre des conditions dans lesquelles ils se sont retrouvés au milieu de nulle part dans notre pays parce que l'état routier est mauvais. Donc, bien sûr, mon appréciation à moi, mais qui n'est pas celle de chacun d'entre vous fera son propre appréciation, mais mon appréciation est que les choses ne se sont pas améliorées au cours des 7 dernières années. Vous êtes ici dans un pays, la dernière fois que je suis venu au Sénégal, il y a pas mal de temps, et on voit bien comment le Sénégal est en train de partir. C'est visible. Bon, je suis à 20 km de la Guinée équatoriale, je ne parle pas de la Guinée équatoriale, parce que si vous allez regarder la Guinée, mais j'ai tellement honte entrer en Guinée, tellement le progrès est flagrant en Guinée. Comment les gens qui ont eu le pétrole 15, 20 ans derrière nous se retrouvent à avoir fait des progrès qui nous assomment complètement. Comment c'est possible? Donc c'est pour toutes ces raisons qu'on doit arriver à la question centrale. Est-ce que ça vaut la peine de continuer à confier le mandat de gestion à telle ou telle personne? Je n'ai pas vocation à répondre à votre place. Chacun a vocation à répondre en âme et conscience à cette question. Mais il faut que la réponse soit une réponse objective. Si vous considérez que c'est bien, il faut accorder la confiance pour que ceux qui l'ont fait continuent à le faire. Ceux qui ont géré, qu'ils continuent à gérer. Si vous estimez que ce n'est pas bien, en âme et conscience, vous devez être capable de dire ça n'est pas bien et il faut changer.